La Tunisie est menacée par le danger du terrorisme et une situation économique difficile. C'est ce qu'a affirmé son Premier ministre Habib Essid lors d'une séance plénière devant le Parlement. La coordination des mouvements de l'Azawad qui fédère les principaux groupes rebelles du nord du Mali signera le 20 juin prochain l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Dans une décision rendue ce vendredi, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État burkinabé de reprendre l'enquête sur le meurtre du journaliste Norbert Zongo. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition sur SICA. La Tunisie est menacée par le danger du terrorisme et une situation économique difficile. C'est ce qu'a affirmé son Premier ministre Habib Essid lors d'une séance plénière qui s'est déroulée devant le président de l'Assemblée des représentants du peuple et un parterre de journalistes. Voici un extrait des propos du Premier ministre tunisien. Le phénomène du terrorisme figure en tête des défis. Il vise à perturber la sécurité de notre nation et sa stabilité. Il vise aussi à propager le chaos et à porter atteinte à l'économie nationale et à perturber la dynamique du développement. Nous avons décidé de renforcer la surveillance à la frontière de la Libye par des obstacles matériels sur 168 km, outre les préparatifs pour affronter les développements de la situation en Libye et ses répercussions humanitaires. Outre le danger du terrorisme, le gouvernement a fait face à une situation économique et financière qui s'aggrave d'une année sur l'autre. Ceci s'est manifesté notamment par la faible croissance, l'accroissement de la crise des finances publiques et la gravité de la situation financière de la majorité des entreprises et institutions publiques. Les autorités libyennes non reconnues par la communauté internationale ont une fois encore arrêté quelques 545 migrants illégaux. Tous originaires d'Afrique, ils prévoyaient de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe. Les images. Alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer, les migrants ont été arrêtés lors d'un vaste coup de filet près de Tripoli. L'information émane d'un responsable du bureau de lutte contre l'immigration clandestine qui dépend des autorités installées dans la capitale. Après l'arrestation, les clandestins arrêtés ont été amenés vers des centres de rétention à Tripoli. Nous avons été surpris de trouver un nombre beaucoup plus grand que celui auquel nous nous attendions. Plus de 441 Africains venant de 9 pays africains différents. Le gouvernement de Tripoli a récemment lancé un plan de lutte contre l'immigration clandestine et les passeurs, ce qui augmente le nombre des arrestations. Ce gouvernement, en début de semaine, a demandé aux Européens de lui fournir une assistance technique dans la lutte contre le trafic des migrants. La Libye n'est située qu'à un peu plus de 300 km de l'île italienne de Lampedusa que des centaines de migrants venus d'Afrique, de Syrie ou d'autres zones de conflit tentent chaque semaine d'atteindre. En bref, la coordination des mouvements de l'Azawad qui fédère les principaux groupes rebelles du nord du Mali signera le 20 juin prochain l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. L'annonce a été faite ce vendredi par Bilal Ag Achérif, le principal négociateur de la rébellion à l'issue d'une rencontre à Alger avec la médiation internationale conduite par l'Algérie. Lors de cette rencontre, la CIEM a notamment obtenu satisfaction par rapport à certaines de ses revendications, notamment une insertion prioritaire et majoritaire de ces combattants au sein des forces de défense et de sécurité reconstituées et déployées au nord du pays. En Côte d'Ivoire, reprise du dialogue entre les partis d'opposition et le gouvernement ivoirien à Abidjan. Une réunion a permis de poursuivre les échanges sur différentes questions de la vie politique du pays, notamment les élections à venir, la sécurité, la libération des prisonniers politiques et le financement des partis politiques. Sur ce dernier point, le gouvernement a promis un financement de 1 milliard de francs CFA aux partis politiques avant la présidentielle. Les détails. Gati à Tobon, dans la commune de Cocody à Abidjan.
état-major du ministre d'État ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio. 16 partis ivoiriens répondent à l'appel au dialogue avec le gouvernement à quelques mois des élections présidentielles d'octobre 2015. Ahoussou Jeannot, entouré pour la circonstance par quelques membres du gouvernement ivoirien, dont Paul Kofi Kofi, ministre de la Défense. En effet, la question de la sécurité autour du prochain scrutin électoral en Côte d'Ivoire divise pouvoir et opposition. À cela s'ajoute la question du financement des partis politiques. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué aux partis politiques par le gouvernement à titre exceptionnel en vue de se préparer à aller aux élections. Le partage de ce montant fait débat, mais pour l'opposition, il est temps d'aller aux questions essentielles. Faute de ne pas contester, garantir les conditions d'une élection apaisée et transparente. C'est le vœu de la majorité des Ivoiriens et des partis politiques. L'ouverture officielle des candidatures pour les présidentielles est annoncée pour fin juillet 2015 par la Commission électorale indépendante. Dans une décision rendue ce vendredi, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État burkinabé de reprendre l'enquête sur les meurtres du journaliste Norbert Zongo et de 3 de ses compagnons. Les juges ont également ordonné à l'État burkinabé de verser 25 millions de francs CFA à chacun des conjoints, 15 millions à chacun des enfants et 10 millions à chacun des pères et mères de Zongo et de ses compagnons. Rappelons que Norbert Zongo avait été retrouvé mort calciné dans sa voiture avec 3 compagnons alors qu'il enquêtait en 1998 sur la mort mystérieuse de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré. Le président nigérian Muhammadu Buhari a salué jeudi à N'Djamena le rôle essentiel joué par l'armée tchadienne dans la lutte contre Boko Haram. C'était lors de sa première visite officielle au Tchad. Il a à l'occasion appelé de ses vœux un renforcement de la coopération entre le Tchad et le Nigeria. Reportage. 72 ans, Muhammadu Buhari s'est exprimé dans la capitale tchadienne où il a rencontré son homologue Idriss Déby. C'était au lendemain d'une visite au Niger. Ces 2 pays font partie d'une coalition régionale contre les insurgés islamistes. Le président nigérian, investi vendredi à la tête de l'État, fait de la lutte contre Boko Haram son cheval de bataille. Je suis venu ici spécialement pour remercier le président d'aider l'armée nigériane à gagner des territoires sur Boko Haram. Idriss Déby a de son côté réaffirmé l'engagement et la disponibilité du Tchad à collaborer avec le Nigeria. Constituée de 8700 militaires, policiers et civils, la force sous-régionale regroupe le Nigeria et ses voisins. 5 pays qui se sont entendus début 2015 pour intensifier leur coopération pour endiguer la menace régionale que constituent les islamistes. La mission de l'ONU en Centrafrique a annoncé hier jeudi l'ouverture d'une enquête sur un nouveau cas d'agression sexuelle présumé sur un enfant impliquant l'un de ses casques bleus. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU l'a fait savoir à Bangui lors d'un point de presse dont nous vous proposons ici un extrait. À la lumière des récentes accusations concernant des abus sexuels sur enfants en République centrafricaine par des troupes qui ne sont pas sous contrôle des Nations Unies, le secrétaire général a décidé de mener une enquête indépendante et externe pour examiner la gestion par l'ONU de ces accusations. Le secrétaire général est profondément perturbé par ces allégations d'abus sexuels sur des enfants en République centrafricaine, ainsi que par les accusations sur la façon dont cela a été géré par les différentes parties des Nations Unies impliquées. Son intention en mettant en place cette enquête est de s'assurer que les Nations Unies n'échouent pas dans leur mission auprès des victimes d'abus sexuels, spécialement par ceux qui sont censés les protéger. L'OPEP, entendue Organisation des pays exportateurs de pétrole, a décidé, comme attendu, de conserver son plafond de production collectif à 30 millions de barils par jour. L'information a été confirmée ce vendredi par le secrétaire général de l'OPEP lors d'une conférence de presse. Les images. Nous nous sommes entendus sur notre plafond de 30 millions de barils par jour. Tous les ministres se sont engagés pour appliquer ces 30 millions. C'est confirmé, les pays exportateurs de pétrole optent pour le statu quo en conservant leur plafond de production collectif. Ainsi en a décidé le cartel au terme de sa 167e réunion ce vendredi. Une décision largement attendue par ailleurs.
En ce moment, nous sommes dans une phase descendante du cycle et il nous faut l'accepter, nous et nos citoyens. Le marché ne réalisera plus les $100. Le prix juste est le prix juste que nous avons en ce moment. Notons qu'après l'annonce de la décision de l'OPEP de maintenir son plafond à 30 millions de barils par jour, les cours du pétrole s'échangeaient à la hausse ce vendredi. En cours d'échange européen vers 11h40 GMT, le Brent gagnait 33 cents à 62,66 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate s'échangeait à 58,24 $ le baril, en hausse de 24 cents. En Turquie, les élections législatives sont prévues pour le 7 juin prochain. Des élections qui mettent en course plusieurs partis décidés à entrer au Parlement turc. Mais quels sont les enjeux de ces législatives et quelles sont les tendances à la veille de ces élections? Le point à travers ce reportage. À quelques heures du moment crucial, l'étau se resserre. D'un côté, le parti de la justice et du développement AKP au pouvoir, convaincu de remporter une nouvelle victoire et pour qui l'échec est tout simplement inconcevable. De l'autre côté, le HDP, un petit parti kurde qui pourrait bien changer le paysage turc. Ce parti me donne beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'un pouvoir qui se conduit comme une dictature et notre seul espoir pour nous en sortir, c'est ce parti. Car il ne défend pas seulement un seul groupe, une seule ethnie ou encore une seule race. Il nous rassemble tous alors que nous sommes écrasés. Un parti qui suscite de l'espoir, le changement et l'union nationale. Mais ces atouts suffiront-ils à faire du parti HDP le nouveau leader de la scène politique turque? Si le parti HDP pro-kurde peut franchir le seuil, il est impossible pour le parti au pouvoir d'obtenir 330 places, qui est le nombre nécessaire pour changer la constitution. Mais s'il ne passe pas le seuil de 10%, en fonction de la façon dont les votes seront distribués, l'AKP peut avoir une très large majorité. Ce qui est en jeu, c'est le rééquilibrage du système politique turc qui exige que nous ayons 4 partis politiques au Parlement. Alors, le HDP devient la pièce maîtresse. Après 13 années de règne sur le pays, le parti islamo-conservateur est donné favori du scrutin prochain, loin devant ses adversaires. Mais pour la première fois depuis 2002, il se présente affaibli face aux électeurs en raison du déclin de l'économie et des critiques récurrentes sur sa dérive autoritaire. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis.